Je sais pas du tout où on va, je sais la manière, vraiment c'est une attitude que je veux mettre en œuvre et effectivement de générer de l'enthousiasme parce qu'on a besoin d'énergie. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Yassine Aït Kassi est un artiste, notamment connu sous le pseudonyme Yak, pour être le créateur d'Elix, un personnage dessiné dont le compte Instagram est suivi par plus de 110 000 personnes. Au travers de son personnage, Yassine travaille sur le rapport entre la fiction et la réalité et s'inscrit parfaitement dans notre époque où l'image est devenue un vecteur d'information omniprésent et où chacun possède une identité virtuelle en plus d'une identité physique. J'ai voulu rencontrer Yassine pour parler de la manière dont il voit évoluer ce jeu de l'identité et de l'influence, mais aussi pour l'interroger sur son engagement aux côtés de l'ONU, dont Elix est devenu le premier ambassadeur virtuel, notamment pour soutenir la communication sur leurs objectifs de développement durable. Bonjour Yassine. Bonjour Julien. Alors pour moi, c'était important en fait d'aller chercher le point de vue de gens comme toi, d'artistes, sur le point de vue sur le monde et sur le futur, parce que l'art ouvre toujours des portes et propose des angles auxquels on ne s'attend pas. Et notamment en venant titiller les émotions, les perceptions, là où on a tendance à faire appel souvent à notre raison. Enfin bref, on a besoin de créativité à mon sens pour penser le monde d'après. On va donc utiliser ton parcours pour essayer d'ouvrir des nouvelles portes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement ? Mon parcours à moi, il croise celui du digital. C'est les Arts Déco de Paris dans les années 90, l'émergence de ce qu'on appelait à ce moment-là encore le multimédia à travers des expériences dans des titres en fait qui étaient fermés, qui contenaient de la mémoire, des CD-ROM, DVD-ROM du Louvre, etc. Et à partir de 2000, une expérimentation plus impliqué en fait on va dire dans le digital avec la création d'un groupe qui s'appelait Electronic Shadow, donc l'ombre électronique. On est en 2000, l'idée est de s'interroger et d'inviter le public à réfléchir sur sa relation à sa propre transformation dans l'ère digitale qui est en train d'émerger à ce moment-là. Pour remettre le contexte, en 2000, Matrix est sorti en 99, on a une espèce de dichotomie entre un monde réel, un monde virtuel, et les choses se présentent un peu de cette façon-là, et moi j'ai plutôt tendance à réfléchir plutôt à une relation entre la fiction et la réalité. Et en fait, avec Electronic Shadow, on met en scène des fictions dans des installations, dans des espaces physiques qui sont animés d'images. En fait, on a inventé ce qui s'appelle le mapping vidéo en 2003. C'était les premières expérimentations, parce que j'ai travaillé avec une architecte à ce moment-là, d'espaces, d'images mises en espace, interactives. Qui a été très popularisé après, notamment à la fin des années 2000, qu'on a vu un peu partout. C'est cette techno où absolument. on projette sur des bâtiments, par exemple. Voilà, après sur des bâtiments, etc. C'est devenu un petit peu ces feux d'artifice digitaux. L'idée là, c'était vraiment de créer des espaces dans lesquels on pouvait avoir une relation physique, pas simplement de regarder quelque chose de plus grand que soi, mais vraiment de rentrer dans un espace qui puisse se modifier en fonction de notre présence, à travers des installations interactive et poétique, et notamment une installation sur ce sujet-là qui était une relecture de l'invention de Morel de Bio Casares. En fait, comment est-ce que la mémoire peut prendre corps et devenir une vraie une forme de réalité à laquelle on peut croire, et toujours en filigrane cette réflexion sur le rapport entre la réalité et la fiction, donc l'espace et l'image, la matière et l'immatériel, et finalement cette ombre électronique, elle est survenue. Tout le monde en a développé une, sans forcément s'en rendre compte. En 2006, Facebook commence à émerger, les réseaux sociaux commencent à prendre une forme de puissance et développer une forme de puissance aussi pour le public. Tu veux dire, tout le monde a une deuxième identité virtuelle en ligne maintenant, c'est ça ? Alors tout le monde déjà a une identité virtuelle avant le digital, hein, et c'était ce qui était représenté en fait par tout l'ensemble des datas qui nous concernaient, à commencer par les données bancaires.
avant Internet, quand on rentrait dans une banque, on donnait son nom au guichetier, il tapait sur son clavier, et puis là, il avait une série de chiffres qui s'affichaient en face de notre nom, et puis il relevait la tête et il nous regardait différemment en fonction du montant qui était affiché en face de notre nom. Vous n'avez pas le même rapport quand vous êtes à découvert et quand vous avez plus 10 ou plus 20 sur le compte. Alors ça, c'est la première série de chiffres qui nous a défini. Puis évidemment, toutes les données d'ordre médical. Enfin, il y avait déjà en fait l'émergence de ces informations en fait qui nous concernent. Le digital en fait l'a démultiplié parce que le public a pu s'approprier en fait une forme de représentation digitale, puisqu'encore une fois, ce double numérique, ce n'est pas nous, hein, c'est une ombre. Et au-delà de ce qu'on choisit de partager avec le monde, c'est toutes les métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations qu'on génère sans même le vouloir, simplement en existant, à quelle heure on se connecte, où est-ce qu'on se connecte, quelles sont nos relations avec telle personne, pendant combien de temps on chatte avec un tel ou un tel. Et donc tout ce nuage en fait de données qui génère cette ombre électronique et qui a créé les conditions de l'émergence de mon projet suivant, qui s'est appelé Helix. Alors, on peut peut-être enchaîner. Je pense que ça sera intéressant de revenir justement sur cette notion de double identité, mais on va continuer sur ton parcours. C'est quoi Helix? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Comment ça t'est venu? Quelle a été l'inspiration de départ? Et puis rapidement, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, je vais essayer de le faire court, mais on a le temps. Et puis surtout, je vais peut-être raconter les choses qui sont pas directement visibles, parce que tout un chacun, en tapant Helix sur Google, peut trouver pas mal de choses. Helix, c'est déjà, il apparaît sur une page blanche, feutre contre cette page blanche, dans un moment où, à titre personnel, j'ai une saturation du numérique. Et où j'ai besoin de revenir une sorte de retour à l'essentiel. Et en même temps, même dans ma carrière artistique, c'est la possibilité, justement, la miniaturisation du digital et puis la modification des usages qui me fait penser un peu aux impressionnistes qui s'affranchissent en fait de leur atelier parce que le tube de peinture leur permet d'aller peindre sur le motif. Donc il y a ce retour au dessin comme quelque chose d'essentiel, et puis Helix, pas que du dessin, c'est la mise en scène du dessin dans la réalité, c'est cette forme de réalité augmentée low-tech. Donc Helix, c'est un petit personnage, pour repréciser, c'est un petit personnage que tu as créé et que tu as décidé ensuite de diffuser, c'est ça? C'est un petit... Voilà, Helix, c'est en fait un personnage dessiné avec le minimum de traits. Enfin, ça, c'est mon algorithme, en fait. C'est comment, avec le minimum de traits, produire le maximum d'expression ou d'émotion. Et ça, c'est important parce que le minimum de traits, c'est aussi une réflexion sur une forme qui va devenir un média, je vais en parler après, mais une forme que chacun puisse s'approprier. Et la décaractérisation d'un personnage, c'est-à-dire quand on construit un personnage de fiction, on a tendance à le caractériser, on prend une page blanche, on dit est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, quelle taille il fait, quel âge il a, quel est son métier, quelles sont ses relations avec les autres, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est pauvre, quelle langue il parle, etc. On fait une espèce de carte de données d'un personnage qui devient ensuite réel, on en raconte une histoire. D'ailleurs, des personnages de fiction qui sont inspirés de la réalité, des personnages de fiction qui sont inspirés de la mythologie, etc. Helix, c'est un personnage de fiction qui est décaractérisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas autre chose qu'un dessin, et son identité est d'être un dessin. C'est pas la représentation dessinée d'un être humain, c'est la représentation dessinée d'un dessin, qui reste un dessin, mais à qui on donne vie, et ça, c'est encore une autre histoire. Ensuite, en décaractérisant, on enlève tout ce qui peut être caractéristique sur un visage, le nez, les oreilles, les cheveux, tout ce qui peut permettre de lui donner un cadre précis. Donc il reste ses yeux, sa bouche. Le corps, pareil, qui est réduit à sa plus simple expression. Donc c'est pour ça que souvent on le compare à un bonhomme bâton, mais en vérité il a des proportions humaines et une espèce de souplesse qui fait qu'il peut faire un peu tous les mouvements, même des mouvements que nous on peut pas faire. Et puis ces 3 points communs que partagent tous les êtres humains sur la planète. Le premier, c'est le dessin, c'est-à-dire que
tout le monde, à un moment ou à un autre, s'est exprimé par le dessin, en général à l'enfance. Et c'est une forme de communication, c'est un média, c'est un langage, c'est une façon d'exprimer le monde. D'ailleurs, les premiers éléments de langage qui nous viennent de l'histoire des civilisations sont des dessins, sont les impressions, dans les grottes préhistoriques, etc. Ce sont des dessins, c'est des façons de raconter le monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, justement, c'est l'enfance, parce que tout le monde a été enfant. Et tout le monde garde, en fait, une espèce de connexion avec ce moment magique de l'enfance où tout est nouveau. Et ça, c'est un truc qui est assez singulier. C'est cette phrase de Einstein que j'aime beaucoup, que je cite souvent. Il y a deux façons de voir le monde. Soit rien n'est magique, soit tout est magique. Et pour Elix, clairement, tout est magique. Comme un enfant à qui on montre pour la première fois une vache ou un train ou n'importe quoi qui nous paraît après anodin parce qu'on s'habitue, on finit par s'habituer. Pour lui, il ne s'habitue pas. Tout est potentiellement merveilleux. Et le troisième point commun, c'est ce qui le caractérise, c'est son sourire, en fait. Chacun a dans son visage les 17 muscles qui permettent de sourire, et on peut sourire à un Indonésien sans parler un mot de sa langue, sans avoir la moindre relation avec lui. Il va quand même se passer quelque chose qui est de l'ordre du langage. Donc avec ces trois points communs, j'ai créé cette forme et dont la simplicité permettait de réagir à la complexité de la réalité derrière lui, de le dessiner dans un petit carnet que je mettais en scène dans la photographie, donc dans la réalité. Pour expliquer, en fait, il y a beaucoup de... Tu as fait beaucoup de travail autour de la superposition entre le dessin qui est sur le carnet, que tu prends en photo. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'anamorphose, c'est-à-dire je vais dessiner dans le carnet une situation qui va se poursuivre dans la réalité qui est derrière, mais derrière, ça peut être à 5 mètres, à 10 mètres, à 50, à 200 mètres, Elix qui danse sur la pointe de la Tour Eiffel. Bon, voilà, c'est des choses comme ça où en fait je joue avec la perspective. Je place ma caméra, parce que à la fin ça reste de l'image, ça reste une photo, dans l'axe qui, quand on voit le résultat, donne l'impression qu'il est vraiment sur la Tour Eiffel. Enfin, en fait non, j'ai le carnet au bout du bras que j'ai long, merci la génétique, et qui me permet de le mettre en situation dans à peu près toutes les situations et de n'avoir comme limite que mon imagination, le hasard, la sérendipité. C'est des promenades dans la ville, une situation, clac, je sors mon carnet, je fais le dessin, je prends la photo. Et cette espèce de jeu, en fait, de jeu avec la réalité, de rebond. C'est pour ça que je parlais des impressionnistes. Je vais vraiment aller créer sur le réel, sur le motif, en utilisant le hasard, ce que le hasard me propose, en mettant mon cerveau en mode éveil de tout ce qui peut surgir à droite, à gauche. Et ça peut être vraiment rien du tout. Ça peut être des choses que je voyais absolument plus. Et c'est aussi une définition de l'artiste que je trouve intéressante. L'artiste, c'est celui qui montre quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas tant qu'on ne le montre pas. Et Elix, c'est vraiment ça. Il va mettre l'accent sur des situations, des possibilités qui n'existent que parce qu'il les montre et qui leur redonne de l'importance. Mais à partir de vraiment de rien. C'est-à-dire que le début d'Elix, c'est un carnet de quelques euros, un feutre et un smartphone. Qui permet à la fois de prendre la photo et de la diffuser. Donc c'est vraiment du low-tech, mais qui est planté dans une logique digitale, à savoir que justement l'émergence de ces ombres électroniques permettent à un dessin, qui reste un dessin, de devenir un personnage à part entière et que les gens puissent projeter en lui quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Elix aujourd'hui est devenu le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies, c'est ça ? C'est ça, exact. En 2015. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? Comment l'ONU est venue à te proposer ça ? En fait, tu avais déjà une forme d'engagement, tu as fait prendre une certaine forme d'engagement à Elix ou... Alors oui, c'est la suite de cette histoire en fait sur le double numérique, parce que il est vraiment ambassadeur virtuel des Nations Unies. Donc c'est un poste qui n'existait pas. Enfin, c'est même pas un poste, c'est un titre, mais qui n'existait pas avant Elix. Et ce qui s'est passé, c'est effectivement cette recherche d'universalité, de langage non verbal, de bienveillance, a fait que oui, forcément, moi j'ai un engagement personnel, mais qui ne transparaissait pas forcément dans le travail d'Elix, ou alors qui a transpiré sans que je m'en rende compte. Il y avait déjà une dimension du langage universel que j'avais pu mettre en pratique, et à travers des voyages, etc. Le fait que n'importe qui, tout le monde comprend.
tout le monde comprend Helix. J'ai pas besoin de le traduire et c'est pas du tout intellectuel. C'est vraiment émotionnel. On le voit, on comprend, on a un sourire, on rigole. Hein. Le feedback qui m'était fait 99%, c'est ça me fait sourire, merci, c'est mon petit sourire. Le truc, le livre que j'avais sorti en 2015 s'appelait Ambassadeur du sourire. C'est vraiment cette notion-là, quelque chose des petites gouttes quotidiennes de bonne humeur, de ce regard comme ça bienveillant sur le monde. Et puis moi j'aime bien cette idée, cette stratégie en fait, c'est comme ça que je l'appelle, le deuxième chapitre de ce livre qui s'appelle Un peu partout. C'est-à-dire que c'est un petit peu, mais partout, mais un peu. Il n'a pas vocation, il veut pas tirer les headlines, il veut pas. C'est vraiment le petit truc dans la marge que peut-être on voit pas et quand on le voit, on le note. Et donc les Nations Unies l'ont noté. J'ai reçu un appel de Bruxelles, de la DPI, c'est-à-dire la division de communication, qui avait vu passer mes images sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui en fait s'intéressait à cette dimension universelle. Et quand les Nations Unies m'appellent, moi j'ai déjà sur mon bureau un dossier que j'avais préparé pour l'UNICEF en me disant ça serait intéressant de faire quelque chose avec des enfants du monde entier qui peuvent utiliser le même personnage, que ce soit un tiers comme ça, et de leur montrer qu'un Japonais peut avoir dans la main la même chose qu'un Colombien ou qu'un Ivoirien. Donc évidemment je vais à Bruxelles, je les rencontre et on travaille très rapidement sur la préparation du sommet de New York en 2014, qui était un an avant la COP21, sur des messages en fait pour sensibiliser au climat et au changement climatique. Et c'était déjà des sujets sur lesquels tu t'étais un peu positionné ou... Oui, j'avais déjà... les sujets m'intéressaient et je m'impliquais sur le sujet, mais à ce stade-là, en 2014, je crois que c'était vraiment les premières communications vraiment entre guillemets engagées d'Helix. Il faudrait que je regarde, mais il me semble que à ce niveau-là, oui. Et puis au niveau des Nations Unies, ce qui s'est passé, c'est que ça a atterri sur l'intranet de l'ONU. Il y a quelqu'un qui a pris les visuels, qui les a postés sur Twitter. Ça a fait, je sais pas, c'est eu un super écho. Et de fil en aiguille, on a commencé à travailler sur les journées internationales. En décembre 2014, on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc là, pareil, c'était un gros truc. Cette année, on va fêter le 70e anniversaire. Donc on continue à travailler dessus. Ça a été traduit en 400 langues différentes. Il y a une plateforme vidéo avec n'importe qui d'ailleurs peut s'enregistrer, lire des articles de la déclaration, et ça termine avec Helix. Le projet s'est diffusé un petit peu partout. En 2015, c'est les 70 ans de l'ONU. Je propose un tour du monde en 70 jours avec des dessins que j'envoie en fait un peu partout, et c'est des agents de l'ONU qui vont prendre les photos, ou alors Helix qui est incrusté dans des photos, et il fait vraiment le tour du monde en 70 jours. Donc il y a une espèce de narration, et au terme du voyage, il devient le premier ambassadeur digital des Nations Unies. En septembre, il y a la signature des objectifs de développement durable, dont je fais une version avec Helix, qui est utilisée aujourd'hui aussi bien par des gouvernements, des ONG, le ministère de la Transition, l'AFD, etc., etc. Il y a eu pas mal de choses par rapport à ça. Et donc Helix vient illustrer, à travers une belle forme de langage, moi j'aime pas tellement le terme d'illustration. Il y a une notion, effectivement, il va expliquer, c'est-à-dire qu'il va rendre tangible des choses qui sont parfois complexes, et donner un repère visuel. C'est-à-dire c'est du langage, c'est toujours du langage. C'est-à-dire que quand on le voit, c'est une porte d'entrée pour quelque chose qui est plus complexe que lui. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect super important, c'est il va inclure. C'est-à-dire que quand on voit Helix, on sait qu'on est concerné. C'est pas quelque chose qui s'adresserait à une élite de gouvernance où on se dit c'est loin de nous, ce côté institutionnel. Quand on voit Helix, on sait qu'on est concerné. Donc ça a été, je voudrais rappeler peut-être les objectifs justement de développement durable, pour en dire deux mots. Donc je cite l'ONU. Les objectifs de développement durable, également nommés objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent égaux dans la paix et la prospérité, en veillant à ne laisser personne de côté. Donc quel a été ton travail spécifiquement autour de ces objectifs? Donc tu parles de comment tu as abordé la chose pour expliquer des notions qui peuvent être parfois compliquées. Alors les objectifs de développement durable, c'est un plan. C'est un plan mondial, c'est un plan holistique, c'est-à-dire qu'il concerne quasiment tous les domaines d'activité. Tout le monde a un point d'entrée dans les objectifs de développement durable. C'est universel.
c'est transverse, c'est-à-dire ça concerne tous les pays, hein, c'est ça, contrairement au plan d'avant. Voilà, ça a été signé par les 193 États, mais plus important que ça, c'est que il y a une dimension qui va concerner aussi bien les États que les villes, que les entreprises, que les associations, que les citoyens. Et en fait, en vérité, si on regarde bien les ODD, si vous entendez le terme pour la première fois, alors je pense que sur ton podcast, les gens sont peut-être plus informés, mais la plupart du temps, en général, sur beaucoup de projets que je fais, les gens entendent le terme pour la première fois. Les ODD, c'est quoi ? C'est génial ce truc. Pourquoi est-ce que j'en ai pas entendu parler ? En vérité, oui, il y a ce truc-là. C'est que les États n'en font pas, on peut pas dire qu'ils en fassent une promotion forcenée et qu'on entende parler aux 20h tous les jours. C'est assez compliqué. Donc il y a ce travail évidemment d'explication, mais malheureusement aujourd'hui ça reste dans un contexte de spécialistes, alors que c'est vraiment pas fait pour. C'est fait pour chacun peut s'en emparer et c'est des plans qui appartiennent à tout le monde. Donc moi mon travail c'est ça, c'est essayer d'en faire la promotion et de le sortir de son prêt, et c'est très très difficile parce que évidemment là on se heurte au mur de l'information et à ce brouillage, à ce bruit de l'influence. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas le sujet le plus important. Il a été signé par les États, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a un représentant de la France qui l'a signé, un représentant, je sais pas, de l'Allemagne, des États-Unis, etc. Et pourtant, j'ai jamais entendu, ou rarement, des politiques utiliser le terme, rappeler notre engagement, puisqu'il est signé. C'est un objectif. Ou des journalistes questionner les politiques. Ou des journalistes, absolument. Où est-ce qu'on en est l'état d'avancée, oui. Exactement. Et ce que je pense, ma conviction profonde, c'est au plus les citoyens vont s'en saisir, au plus on va demander des comptes, et c'est justement pour ne pas avoir à rendre de compte, à mon avis, qu'on en entend aussi peu parler. Alors pour autant, le gouvernement français, là, il vient de lancer une plateforme, parce que je participe, donc il faut en parler, au contraire, chacun doit s'en saisir, il vient de lancer la plateforme hier d'ailleurs du site d'un site internet de la réponse française, la feuille de route de la feuille de route absolument de la France pour les ODD, et donc ça dépend aujourd'hui, c'est les équipes qui s'en occupent dépendent du ministère de la transition écologique et solidaire. Je pense effectivement les ODD c'est quelque chose qui est tellement transverse, c'est l'égalité homme-femme, c'est la fin de la pauvreté, c'est plus de faim, c'est-à-dire la faim zéro, etc. L'économie sociale et solidaire, en tout cas l'économie durable pour tous, les énergies renouvelables. Enfin, il y a énormément de sujets qui vont bien au-delà d'un seul ministère, et c'est un pilotage qui devrait être à minima au niveau du Premier ministre, voire du président, et c'est quelque chose d'assez logique. Donc je pense qu'au plus les citoyens vont se saisir en fait de ces objectifs, et chacun doit faire sa part, hein. Il ne s'agit pas de demander à l'État de faire pour nous. Chacun peut faire sa part, c'est juste une grille de lecture pour voir qu'un plan global nous permettrait effectivement à l'horizon de 2030, donc il y a quand même un horizon à court terme, hein, c'est dans 12 ans, de transformer et d'agir sur les urgences absolues que sont déjà le climat, l'océan, et pour le reste de la société d'opérer une transition souhaitable. Donc tu t'es donné comme une de tes missions d'aider à communiquer sur ces messages, donc au travers notamment de ton art, donc comme le fait aussi Jean-Pierre Bou d'une certaine manière au travers de romans ou d'expériences qu'il avait évoquées. Tu as aussi écrit un autre livre il y a 2 ans qui est destiné plutôt aux enfants. Enfin, tu mets de 9 à 99 ans, je crois, mais 999 ans, mais c'est plutôt aux enfants. Qui s'appelle Bienvenue dans ton monde, petit guide positif du futur avec Elix. Est-ce que tu peux me parler de ce projet ? Alors effectivement, c'est un livre pour les enfants à destination des familles, parce que les enfants ils parlent avec leurs parents, et que 2030, le monde de demain, le futur, c'est le monde qui est destiné aux enfants. Donc c'est des questions qu'on se pose souvent. En fait, je me suis rendu compte que dans les rayons pour enfants, il y a très très peu de choses voire rien
rien du tout sur le futur. Autre que de la science-fiction, et il y a de la science-fiction, mais de réfléchir, d'avoir une réflexion sur le futur ou de la prospective, ou voir ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des éléments de présent qui, mis à l'échelle, peuvent changer le monde. Il y a très très peu de choses. Il y a des livres d'histoire, il y a des livres sur la nature, il y a plein de rayons. D'ailleurs, mon livre est difficile à classer. Enfin, quand on le cherche en librairie, il est parfois en écologie, parfois, il est un peu difficile à classer. Et Bienvenue dans ton monde, c'est l'idée de faire une espèce de panorama des possibles en partant uniquement de ce qui existe aujourd'hui et mis à l'échelle, la manière dont ça peut transformer la société à plein de niveaux différents. Donc c'est 44 thématiques, une déambulation comme ça dans les futurs qui passe par les voitures autonomes. Ouais, non, c'est rigolo parce que j'aurais pu en faire ma feuille de route justement pour le podcast. Ça recoupe complètement les sujets donc tu couvres quasiment la totalité que je vais aborder ou que je veux aborder dans ce podcast. Ça va du climat, biodiversité, impression 3D, génétique, robots, blockchain, homme augmenté, enfin des sujets qui sont pas forcément simples, mais plutôt complexes. Donc ça va de la tech, de l'écologie, de l'économie au développement durable. Oui. Comment tu as fait cet exercice de synthèse en fait ? C'était ça le plus compliqué. En fait, l'idée de départ, c'est de se dire, finalement, ces termes-là, et qui sont mon quotidien, réflexion sur la prospective, et encore une fois, vraiment depuis longtemps, parce que Electronic Shadow, c'était aussi cette façon de mettre en scène des futurs possibles. J'ai l'impression de manipuler ces concepts en permanence et d'avoir du mal à les partager. Cette impression qu'on a, comme je disais tout à l'heure, tout est nouveau, de parler d'un sujet à quelqu'un et de voir ses yeux qui s'écarquillent, mais de quoi tu parles. Et à un moment donné, de me dire, c'est les enfants, en l'occurrence même ma propre fille, mais en tout cas les enfants d'aujourd'hui, qu'à un moment donné, ils aient accès à des concepts, même de manière, une espèce d'initiation, de choses qui vont se développer très probablement dans leur évolution, et qu'ils en aient entendu parler avant, qu'ils découvrent pas du jour au lendemain l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, il est sorti en 2016. Il y a des sujets qui étaient encore moins dans les headlines qu'aujourd'hui. Par exemple, sur les taxis drones ou ce genre de choses. Il y a en fait il y a certaines évolutions qu'on peut c'est pas un livre de divination, c'est simplement quand on sait qu'il y a de la R&D sur un sujet, qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans un domaine, c'est pas parce que le domaine n'est pas partagé avec le grand public qu'il n'a pas vocation à exister ou au moins à être tenté. Et donc c'est une espèce de guide, et c'est vraiment présenté comme un guide, un panorama de toutes ces thématiques qui sont aujourd'hui totalement dans l'actualité, et réfléchir à la manière dont elles pourraient être utilisées, avec des questions même un peu je parle dedans de la fin du travail, point d'interrogation, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tant qu'enfant, de pouvoir se projeter, de poser des questions et d'engager le dialogue avec ses parents. Et il est vraiment conçu comme ça, et d'ailleurs c'est le feedback que j'en ai eu de la part des parents qui l'ont offert à leurs enfants, c'est de conversation, de démarrer la conversation avec leurs parents, et effectivement un livre de synthèse. Donc je disais, il y a 20 ans de ça, j'étais réalisateur, j'ai travaillé pour l'émission Archimède sur Arte, qui était j'aime pas le terme vulgarisation, mais en tout cas une émission de facilitation scientifique, dans laquelle moi j'abordais en tant que réel des sujets sur comment ça marche, par exemple comment marche un réfrigérateur ou Internet ou une machine à laver, ce genre de choses, et un autre sujet qui s'appelait pourquoi, avec des dessins d'enfants. Et donc j'aime bien en fait réussir à synthétiser des concepts, ce que je fais d'ailleurs avec Elix, qui peuvent être compliqués, mais d'avoir un accès, en tout cas une première porte. Parce que effectivement, c'est un livre de l'ère Google. Le livre pourrait faire 4 tomes et il fait moins d'une centaine de pages. C'est très 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 condensé. Mais si un sujet nous intéresse, on tape les termes dans Google, dans YouTube, et là il y a un monde qui s'ouvre. Donc c'est un petit peu un résumé, une sorte de digest
de la réflexion sur le futur, et pas uniquement pour les enfants, parce que comme tu dis, effectivement, il y a la plupart des thèmes qui sont... il en manque quelques-uns parce que je manquais de place, mais c'est une espèce de pense-bête des sujets intéressants quand on se pose des questions sur le futur. Ouais, je pourrais l'offrir comme porte d'entrée justement à Sismic, parce que c'est vraiment ça part de la même démarche qui est de se dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont déjà là, qui vont avoir un impact certainement très important sur notre avenir et qui sont très méconnus. Et surtout qu'on a du mal à faire le lien justement entre ces sujets. Je pense que c'est aussi la difficulté de faire le choix entre ce qu'on met en avant et d'expliquer pourquoi l'intelligence artificielle a un impact sur l'avenir du travail et que ce ne sont pas deux sujets par exemple qui sont distincts. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai trouvé rigolote, c'est que on regarde sur les 2 premières pages en fait. Donc les deux premiers sujets traités sont la voiture autonome et puis la réalité virtuelle, donc ils sont plutôt des sujets un peu marrants, excitants, presque justement science-fiction. Et juste après, on a pollution plastique dans les océans, réchauffement climatique, acidification des océans. On doit parler à la fois des sujets qui font rêver, notamment le progrès technique, et des sujets beaucoup plus flippants, parce qu'il faut sensibiliser, c'est ça en fait. Tu vois, comment tu trouves le bon mix pour que au bout de la 5e page, les gens ne ferment pas le livre en se disant c'est trop déprimant. Alors il y a le dessin pour toi, mais moi c'est une question que je me pose aujourd'hui justement sur l'enchaînement des épisodes. Parce que en fait les deux existent. C'est pas forcément les mêmes gens qui travaillent sur la même chose en même temps. Et moi, vraiment quelque chose que je dis moi, souvent, c'est que c'est une forme de pensée. C'est-à-dire que il faut on a tendance à opposer les choses, c'est-à-dire on a tendance à avoir une vision exclusive du monde et se dire c'est soit ou ça, soit ou ça. Non, moi je pense qu'on commence à aborder l'ère du ET. On a des choses qui existent en même temps. Dans la façon dont je le mets en scène, effectivement, Elix rentre dans la voiture autonome. J'imagine, moi, dans une voiture autonome, à un moment donné, on met un casque sur la tête et le mouvement de la voiture va se répercuter dans les images qu'on reçoit. Et donc, du coup, ça devient une expérience corporelle intéressante, comme par exemple des parcs d'attractions où on met le masque sur une espèce un grand 8, Space Mountain, ce genre de choses. Parce qu'il y a vraiment une dimension physique et en fait en mettant son masque il se retrouve à l'intérieur d'un océan, donc le mouvement de la voiture devient un mouvement d'une espèce de sous-marin et il sort du sous-marin et il voit Paul Watson sur son bateau au milieu d'un océan de plastique et donc là on est dans une simulation et on dit voilà ce que le monde est devenu, mais on est dans la simulation de la VR, c'est-à-dire qu'il enlève son casque et il dit heureusement on a réussi à résoudre ce problème. Et là, le problème, il est aujourd'hui, c'est pas du futur. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est maintenant. La pollution plastique, c'est maintenant. Le gasoil et le diesel qui nous rend tous asthmatiques, c'est maintenant. C'est pas. Mais en revanche, on sait que le sens de l'histoire, c'est d'arrêter ça. Parce que de toute façon, si on l'arrête pas, ça devient effectivement extrêmement angoissant. Je pars, on arrête ça. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit l'échelle et l'échéance de temps, j'avais fait un autre dessin que j'avais pas mal passé avec Elix dans un musée en 2040 et il voyait sur un mur un baril de pétrole. Et voilà, c'était une relique historique au même titre qu'on peut voir des momies au Louvre, et c'est de cet ordre-là. Donc effectivement, on se place, et là c'est la narration qui me permet de faire ça, parce que ça c'est notre réalité. Mais le monde de demain, c'est évidemment à une échéance plus ou moins proche, un monde sans pétrole. Mais moi ça me pose question justement, parce que tu as choisi le positivisme en fait aussi comme une certaine, je dirais pas positivisme, mais le positif. Une certaine forme de légèreté, le positif, notamment avec Elix. Et si je me fais l'avocat du diable, c'est la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'en étant positif, on passe pas malgré tout à côté parfois du sérieux et de la gravité des problèmes actuels et à venir, et comment on fait pour trouver l'équilibre entre la prise de conscience qui peut être un peu déprimante ou un peu lourde et l'optimisme nécessaire au passage à l'action, tu vois, j'imagine que c'est...
Alors déjà, j'occulte pas du tout les sujets puisqu'ils sont tous traités dans le livre, que ce soit effectivement au niveau des océans, au niveau du climat, au niveau du pétrole. Après, mais tu construis la vision de, comme tu disais, oui, une possibilité de cette vision. Et en plus, c'est un livre que j'adresse aux enfants. Donc je leur adresse en leur disant quand même à la fin, c'est votre monde, saisissez-vous, c'est vos objectifs de développement durable, vous faites partie de cette histoire-là. C'est pas de la science-fiction, on n'est pas en train de... et après, pour moi, fondamentalement, l'optimisme ou le pessimisme ne sont pas en relation directe avec une situation donnée. De tout temps, on a connu des drames, et notamment des drames humains terribles, ou même des drames environnementaux, etc. Être optimiste, c'est une attitude devant une réalité. Si on est optimiste quand tout va bien, c'est plus de l'optimisme. Enfin, et en même temps, enfin, on peut être pessimiste aussi quand tout va bien, et simplement essayer de. Donc c'est vraiment une question de récit, une façon de raconter l'histoire et de se mettre en mouvement, sans occulter la réalité, parce que effectivement il y a des éléments qui sont extrêmement perturbants, qui sont flippants. Faut voir dans la psychologie, est-ce que on se met en mouvement parce qu'on a peur, ou est-ce qu'on se met en mouvement parce que on a envie et qu'on est dans le désir de quelque chose. Et de toute façon, il y a les deux. On peut être sclérosé aussi par la peur et ne plus rien avoir envie de faire et se dire que de toute façon, perdu pour perdu, on va laisser faire et partir sur d'autres. Donc ça c'est clairement pas la voie que j'ai choisie, aussi parce que je suis papa. Et que j'ai une responsabilité devant non seulement ma fille, mais la génération qui vient, et que je peux pas me résoudre à lui dire que c'est fichu. Tu as rencontré donc pas mal de monde depuis que tu t'es engagé notamment, ou que tu as ouvert tout ce nouveau regard sur le futur. Qu'est-ce qui fonctionne en fait? À quel moment tu as vu les gens changer de niveau de conscience, entre guillemets? C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est que c'est vraiment de l'émotionnel, ou alors il faut leur faire montrer les choses, une certaine forme de réalité, il faut enthousiasmer, il faut faire peur, tu vois. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Est-ce que c'est venu progressivement, et qu'est-ce que tu as vu fonctionner chez les autres? Encore une fois, c'est pareil, il n'y a pas de réponse unique à ça, parce que les gens, tu as pu voir qui t'aurait marqué éventuellement. Non, mais c'est une question très très importante, et qui est liée à pas mal de controverses actuellement, parce qu'il y a vraiment des façons très très différentes d'aborder la chose, et je crois qu'il n'y a pas de, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je peux le redire en boucle sans problème, il n'y a pas de ou. Il y a du et. Les gens sont différents, ont des histoires différentes, ont des appréhensions de la réalité différentes, et aussi des psychismes différents, qui fait que ce qui fait peur à l'un va peut-être le mettre en route et va complètement terroriser un autre, qui va totalement occulter et ne pas écouter. Donc on s'adresse à des publics, on est 9 milliards sur la Terre. C'est 9 milliards d'histoires relativement presque, mais au moment où on écoutera ce podcast dans 2 ans, on sera 9 milliards. Alors, je veux dire, on est plusieurs milliards, avec des histoires toutes différentes. Il y a des gens qui n'ont absolument aucune idée il y en a de moins en moins quand même, mais il y a quand même des gens qui arrivent à occulter, ou soit par déni, soit par manque total d'informations. Enfin, si on allume, si on allume la télé, franchement, c'est un autre monde. C'est un monde dans lequel il y a pas ou peu de changements climatiques, ou juste de temps en temps aux 20h parce que ça fait peur, et que du coup, mais il suffit qu'il y ait une camionnette qui explose dans un garage et il n'y a plus de changement climatique. Ou une Coupe du Monde. Ou la Coupe du Monde, mais ça c'est génial, quoi. C'est parce qu'on peut absolument, la Coupe du Monde, on peut en parler. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que là, c'est justement un grand spectacle de génération de data en temps réel. C'est qu'on peut dire, tel footballeur, il a fait tant de foulées avant de taper dans le ballon, il a respiré 59 fois, et ça donne de la consistance. On arrive à raconter des histoires pendant. Mais le seul truc qui est intéressant, et là aussi on va arriver au sujet très très important. Pourquoi la Coupe du Monde est intéressante? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'événement mondial qui réunit la plus grosse concentration d'attention au monde. Tout le monde qui regarde la même chose en même temps. Et aujourd'hui, on est dans une guerre d'attention. Parce que entre le moment où on se lève le matin et le moment où on se couche le soir, on est sollicité 10 000 fois par
des gens qui sont beaucoup plus puissants que des militants, hein. C'est la publicité déjà. Mange ceci, bois cela, achète ceci, achète cela, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça, etc. C'est les injonctions. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est la politique, hein, les messages politiques. On va donc à la fois de l'information choisie, de l'information subie. Donc on baigne dans un brouhaha de messages d'influence. C'est-à-dire que moi, je veux rien savoir. Je me lève le matin, je sors de chez moi et je suis en permanence comme ça. Il faut imaginer l'influence comme des espèces d'ondes magnétiques qui vont nous tirer plutôt dans un sens, dans un autre, comme ça. Viens ici, viens là, viens là. Et donc, il y a une saturation. Et là-dessus, il y a des gens comme moi, qui vont en plus dire oui, mais attention, si vous pouviez éviter de manger de la viande, prenez pas votre voiture. Et donc on est en compétition dans le média, dans la façon de parler, avec des haut-parleurs gigantesques qui disent tout va bien. Mangez ceci, buvez cela, avec tous les produits qu'on connaît derrière, avec on va déforester pour tel produit. Je parle sans marque, hein, mais chacun est suffisamment malin pour comprendre de ce dont je parle. On va dans un supermarché, c'est un autre monde encore. Si on regarde la composition, en fait, on peut remplacer directement les termes. Ce produit est composé de 40% de déforestation, 30% de destruction de l'océan, etc. C'est pas très commercial, hein, donc voilà, on raconte des histoires. Et donc il y a des petits des idéalistes, hein, au milieu de tout ça, dire attention, quand même, c'est dangereux, et il y a autre chose qui est possible. Donc évidemment, il y a un enjeu de communication qui est le premier. Donc qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est de faire peur? Je sais pas, ça a déjà été essayé. Ça marche pour certains. Il y a eu des films, il y a eu des, je sais pas, Al Gore par exemple. Je pense qu'il a un peu plus d'écho quand il parle. On l'écoute plus que la plupart d'entre nous. Il l'a déjà fait 50 fois, etc. Est-ce que ça a marché? Force est de constater, ça a bougé un peu, oui, ça a renforcé ceux qui y croyaient déjà, ça a pu faire bouger certains. Il y en a d'autres qui sont plus sur le côté positif, les bonnes nouvelles, le côté il faut se mettre en action, tout ce qui est solution, etc. Donc ça marche aussi. Pour certains, effectivement, c'est plutôt enthousiasmant. C'est pas la réponse unique, mais ça peut mettre en mouvement des gens qui vont s'engager à leur niveau dans des associations, qui vont faire leur part du travail, etc. Il y a pas de réponse unique. Toi, qu'est-ce qui t'a mis en marche? Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est vraiment progressif, cette prise de conscience? Non, moi je suis un vieil écolo depuis longtemps, depuis les années 90, et du coup j'ai vu progresser à la fois les enjeux, les dangers qui étaient déjà annoncés à l'époque, qui ont juste continué, qui ont progressé, et j'ai vu quand même la part d'une pensée de la transformation, de la transition, je l'ai vu augmenter. Donc effectivement, tu m'as démasqué. Moi, je fais partie plutôt des optimistes. Sur le papier, j'ai vraiment pas de raison absolue de l'être. Mais encore une fois, le coup du verre, il est à moitié plein d'air. Tu es optimiste de volonté. Je suis optimiste, offensif, comme dit l'IFS, parce que c'est une forme. Mais je connais les enjeux, je connais le Club de Rome, je connais les potentiels, les dangers. Je vois et en même temps, je vois que les gens qui veulent changer les choses sont de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants aussi, qu'on a également des possibilités qui s'accroissent à la vitesse en fait des enjeux. C'est-à-dire que si tu prends, je crois que je l'ai fait dans mon livre, la courbe de la puissance exponentielle des processeurs, la fameuse loi de Moore. Moi, ce que j'aime bien, c'est superposer cette courbe, parce que c'est toujours la même courbe, avec la courbe des émissions de CO2 dans l'atmosphère, et la courbe évidemment de la population, de la démographie. Et en fait, et puis en même temps, les courbes de Piketty sur l'accroissement des inégalités dans le monde. Et puis bizarrement, c'est toujours la même courbe.
Et bizarrement, on l'a pris dans les années 70. On commence à dire, ouais, regardez cette courbe. Et c'est la même. Et on continue à aller dans cette direction. Donc, on pourrait se dire, oui, bah, c'est super inquiétant. Oui, c'est super inquiétant. Et en même temps, je sais pas, moi, j'ai une espèce de fascination aussi pour le génie humain, pour quand d'un coup, on développe, soit collectivement, soit individuellement, une innovation complètement dingue. On peut jamais prévoir. Enfin, je veux dire, à la fois les Cassandres, il y a pas de boule de cristal. Je sais pas du tout où on va. Je sais la manière. Vraiment, c'est une attitude que je veux mettre en œuvre et effectivement de générer de l'enthousiasme parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin d'une certaine d'énergie simplement, d'avoir envie, d'énergie, de désir et ça se transmet. Ça c'est vraiment un truc. Voilà, quand on a quelqu'un qui est motivé, on a plus envie de le suivre que quelqu'un qui est dépressif. Il y a quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré ou une rencontre. Encore une fois, je reviens sur le fait que tu as vu pas mal de gens. Est-ce que cet enthousiasme ou cette inspiration, tu l'as rencontré chez quelqu'un? Comment dire? C'est plein de gens effectivement différents. C'est pas une personne en particulier, et c'est dans des univers différents. C'est vrai que de rencontrer toute cette communauté autour de l'Institut des Futurs Souhaitables, ça a été quelque chose de très important pour moi dans ma vie. Ça a vraiment fait écho à des convictions profondes. Ça a été de rencontrer des personnes au niveau des Nations Unies où finalement c'est tout un travail invisible, quelque chose qu'on voit pas, des gens qui sont comme ça, qui œuvrent pour le bien commun à un niveau qu'on soupçonne pas, parce qu'on voit toujours les États, on voit le Conseil de sécurité qui sclérose tout, etc. Mais derrière, il y a vraiment des gens qui aiment le monde, en fait, et qui aiment le commun. Ça peut être des gens du spectacle, ou des artistes, ou qui aiment la beauté. Et moi, j'aime beaucoup les humoristes. J'aime beaucoup le fait, comment est-ce qu'on peut créer un impact sur un public et prendre le pouvoir sur ses propres émotions en le faisant rire, alors qu'il s'y attend pas du tout. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper puissant là-dedans. Donc non, j'ai vraiment de la chance, à la fois qui fait peut-être écho à cette dimension holistique, d'être un vrai caméléon et de pouvoir le matin discuter avec un politique et l'après-midi avec un développeur qui travaille sur l'intelligence artificielle. Enfin, privilège des artistes. Oui, le côté caméléon et escroc entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a aussi cette espèce de parce que c'est très compliqué en 2010, enfin parce que c'est la même chose depuis la nuit des temps. Les artistes, c'est toujours compliqué parce qu'on doit toujours se légitimer, c'est toujours mais t'es payé pour faire ça. Ben oui, je suis payé pour faire ça. Enfin mais c'est compliqué parce que justement ça c'est la question que me posait mon grand-père quand j'étais illustrateur pour gagner ma vie quand je faisais mes études, à me dire on te paye pour faire ça. Je dis bah oui, on me paye. Encore heureux. Il y a des dizaines de milliers de lecteurs qui le regardent. Alors, j'étais pas bien payé, mais j'étais payé évidemment, c'est normal, c'est du travail. Mais il y a cette espèce de côté de trépaloum où le travail doit forcément être difficile et torturé, etc. Donc pour les artistes, effectivement, ce sont à la fois des témoins et parfois des acteurs. Et quand ils sont acteurs, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aller à des endroits où on les attend pas, et ils sont aussi des citoyens, parce qu'on n'est pas que artistes. On est artistes et puis on est aussi citoyens, et puis un peu prospectivistes, et puis un peu, du coup, pouvoir créer des connexions, etc. Et c'est une espèce j'ai un copain qui m'appelle, que je salue, qui m'appelle Multipass. C'est le petit pass dans le cinquième élément. Voilà, le truc où on peut rentrer partout parce que on menace personne vraiment. Mais en même temps, une fois qu'on est rentré, on peut aussi passer deux, trois messages, mine de rien. Et voilà, si c'est utile, tant mieux. Sinon, au pire, on sera bien amusé. On pourrait presque finir là-dessus, ce serait pas mal, mais j'ai encore quelques questions. J'ai juste deux questions. Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants sur l'avenir? Ta réponse est dans le livre, mais t'as une fille, c'est ça? Ouais, j'ai une fille.
de 5 ans et demi et qui raconte déjà plein d'histoires. Et en fait, on est vraiment dans le présent. Je parle pas d'avenir avec ma fille. D'accord. Je parle vraiment de présent. J'essaye de faire en sorte ça m'a fait ça aussi de devenir père. C'est de s'ancrer dans le réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut parler d'avenir, faire de la prospective, etc. Mais c'est le Dalai Lama qui disait les 2 journées inutiles dans la vie d'un homme, c'est hier et demain. À un moment donné, il faut pas oublier, c'est peut-être ce que nous apprend aussi la prospective, que la réalité c'est maintenant, mais vraiment maintenant, c'est-à-dire au moment où je respire, au moment où je prends cette respiration qui est la seule qui compte, parce que si je la prends pas, je meurs. Et avec ma fille, j'ai ce rapport-là pour l'instant. On est vraiment dans le présent. Alors des fois, elle me pose des questions. Et c'est super marrant. Enfin, mais on raconte des histoires. Je parle pas de futur avec ma fille pour l'instant. Mais le jour où j'en parlerai, c'est elle qui me posera la question et je m'amuserai avec elle avec grand plaisir là-dessus. Est-ce que tu peux me donner un conseil, parce que tu as pas mal travaillé sur la notion d'influence, pour toucher les gens de manière utile justement avec ce podcast, tu vois, une manière de faire, des sujets à traiter, un message à faire passer de manière récurrente. Je sais pas si tu as une idée là-dessus. En vérité, tu vas te rendre compte qu'au fond du fond, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'ai pas un podcast, une télé, un magazine, un compte Instagram, etc., comment je fais pour toucher les gens? Déjà, pourquoi on veut les toucher? Est-ce qu'on pense qu'on a quelque chose de supérieur à leur dire? Et probablement que la réponse est oui, sinon on le ferait pas. Mais en vérité, c'est l'unique question finalement. C'est la question qui était posée par les situationnistes et Guy Debord avec la Société du spectacle. Effectivement, de mettre en scène des spectacles pour parler plus fort que ce qu'on a vraiment à dire. Tu parlais du mondial. Qu'est-ce qu'on raconte avec le mondial? Ou qu'est-ce qu'on dit pas pendant qu'on parle de ça? Et cette question d'influence et dans cette guerre de l'information qui est menée, c'est aujourd'hui quasiment la seule qui compte. Les réseaux sociaux, pareil, je disais, c'était différent il y a 4 ans de ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est les algorithmes qui décident de ce que tu vas voir, toi, qui est différent de ce que va voir l'autre, et qui va décider de ce qui va être présenté ou non. Donc toi, tu as l'impression, parce que justement, on va adresser des canaux, tu vois, un peu cette image de la télécommunication des années 50 avec les opératrices qui mettent les fils en face dans les trous en fonction, attendez, je vous passe machin, etc. Et aujourd'hui, les algorithmes, c'est ça. Donc comment on fait? Et à qui on s'adresse? C'est-à-dire, est-ce qu'on va parler à des gens qui sont déjà convaincus? Et c'est le problème de nos écosystèmes, c'est que on a tendance à parler à des gens qui sont ça nous fait plaisir, et pendant 1 heure on prend du plaisir, on est content, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le sait très bien. Et donc quels sont les médias qui font qu'on arrive à toucher? Et ça, c'est le point c'est pour ça que j'ai créé Elix. Je sais qu'avec Elix, j'ai pu montrer des trucs à ma grand-mère qui l'ont fait sourire. Si je lui parlais de tous les sujets dont on a parlé comme ça, de but en blanc, elle va me dire, mais de quoi tu me parles? Enfin, c'est pas ma vie. Et ça, c'est une façon de le dire. Donc la réflexion sur cette façon de le dire et la stratégie, en fait, c'est quelle est ma stratégie d'influence / communication, ce qu'on veut. Mais comment est-ce que je vais m'adresser? C'est la question que se posent les politiques, c'est la question que se posent les marques, c'est la question que se posent les groupes d'influence religieux, les médias qu'ils utilisent. Alors on pourrait aller très très largement, je vais pas mettre le doigt là-dedans, mais qu'est-ce qui intéresse? Je veux dire, pourquoi tu fais sauter une bombe? Tu vas voir l'ensemble des télés de la Terre qui se mettent dessus, alors que tu développes un système où potentiellement la guerre de l'attention que tu disais. La guerre de l'attention et de la tension dans les deux sens. Pourquoi est-ce qu'on choisit de regarder ça? Alors c'est vraiment, en ce moment, c'est le sujet qui me passionne parce que je parle de fiction. La fiction, c'est la lutte entre le bien et le mal, ok? Je fais vraiment, c'est très très manichéen, hein. Je m'en excuse, hein. C'est vraiment pour simplifier, et je prends notamment les films hollywoodiens, le bien, le mal. Et les films qui se terminent bien, 80% des cas, sinon c'est écrit dans l'officiel, on voit, il y a écrit drame. Ça veut dire que peut-être ça va peut-être pas se finir bien, mais on sait à l'avance, donc on va en connaissance de cause. Donc le film qui se finit bien, en fait, on s'en fiche complètement de ce qui se passe après.
Et pour moi, ce qui m'intéresse en tant que narrateur, et justement, si on essaye d'aller vers un futur souhaitable, c'est qu'est-ce qui se passe quand à la fin du film, après, ça se termine bien, et après. Tu vois, Star Wars, j'adore cet exemple. 3 films, trilogie, c'est la guerre des étoiles, c'est pas la paix des étoiles, hein, c'est la guerre des étoiles. 3 films de guerre, super d'ailleurs, moi ça nourrit mon enfance, enfin je suis pas du tout... ça nourrit toute une génération, et à la fin ça se finit bien, et puis pendant 5 minutes t'as des feux d'artifice, des petits oursons et qui sautent dans... on a gagné, super, le mal est vaincu. Et moi j'ai bien envie de savoir, mais c'est quoi le bien ? Comment vous organisez après ça? Vous avez toutes ces races, toutes ces planètes. C'est quoi la suite? Parce que ça, j'adorerais le voir. Et là, il n'y a pas un seul producteur qui met 1 euro là-dessus. Non, on va refaire une trilogie, mais ça commence exactement pareil, parce qu'en fait, le bien, le mal s'est reconstitué, et on va refaire. Et le dernier film va sortir l'année prochaine, et le bien va gagner. Ok, mais entre les deux, il se passe comment ils s'organisent entre les Est-ce qu'on pourrait pas savoir, à partir du bien, comment on va vers le mieux, comment on va vers le bien commun. Et ça, c'est vraiment le grand enjeu qui m'intéresse. Si on arrive à intéresser les gens à ça, franchement, on aura fait un truc chouette. Merci beaucoup, Yacine. Merci à toi, avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés, vous pouvez vous rendre sur le site sismic.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, et surtout écouter les autres épisodes déjà disponibles sur le site, toutes les applications de podcast, Deezer et Spotify. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode 6 avec Jean-Pierre Gou, un autre artiste engagé. À très vite sur Sismic.